Eh bien, nous allons lancer ce webinaire pour la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Je vous laisse le mot d'accueil. Eh bien, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Je suis Aurélie Lanel, responsable du service petite enfance à la Ligue de l'enseignement de l'Oise. Donc, j'ai Amandine Nissan qui m'accompagne sur l'organisation et qui a été beaucoup active pour répondre à vos différents mails et sollicitations. Donc, je la remercie. Je remercie vivement Nadège aussi de sa présence ce soir pour ce webinaire sur l'épuisement parental. Bien évidemment, je vous remercie également aussi de vous être connectés ce soir et d'y participer. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Nadège fera très certainement une pause au milieu pour recueillir toutes ces questions. Voilà, si vous souhaitez en tout cas, c'est quelque chose qui est possible et envisagé, donc n'hésitez pas, c'est votre moment pour cette soirée. Prenez ce temps voilà, je vous souhaite une bonne visio et Nadège, c'est parti. Bon, très bien. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Eh bien, effectivement, eh bien, nous partons pour ce webinaire. Je vais effectivement le faire en deux parties. Une première partie qui devrait durer environ 45 minutes, 50 minutes, où je vais vous exposer ce qu'est l'épuisement parental. Et puis, je ferai effectivement une pause pour répondre à vos premières questions. Et dans une deuxième partie de ce webinaire, eh bien, je vous présenterai les pistes évidemment, soit pour éviter l'épuisement parental, soit pour pouvoir en sortir. Donc, une présentation en deux temps, mais n'hésitez pas à poser vos questions au fil de ma présentation, effectivement, dans la discussion, dans le chat, pour que je puisse eh bien, les avoir et y répondre tout à l'heure. Bien, alors, je vais très rapidement, mais vraiment très rapidement me présenter pour vous indiquer que je suis psychologue spécialisée dans le développement de l'enfant et de l'adolescent. En tant que psychologue, je suis aussi psychothérapeute. J'accompagne des enfants, beaucoup d'adolescents et des adultes. Et il m'arrive eh bien, d'accompagner des personnes souffrant d'épuisement parental. Je suis chargée de cours également à l'université de Tours et puis je suis surtout formatrice au sein de la société de l'organisme de formation APECOM, Apprendre à communiquer, et par le biais de cet organisme qui existe maintenant depuis 16 ans, eh bien, nous intervenons auprès des parents, des professionnels, des professeurs également, pour les aider à avoir une communication efficace et sécurisante avec les enfants et les adolescents et permettre une meilleure relation. Alors, ce soir, je vais bien sûr utiliser ces deux casquettes, à la fois de psychologue et de formatrice, pour essayer, donc, comme je vous le disais, de vous amener le maximum d'éléments concrets par rapport à l'épuisement parental. Je me permets quand même d'indiquer que j'ai également une autre fonction qui est la fonction essentielle pour moi, c'est d'être maman de 3 enfants. Alors, ils ressemblent plus du tout à ça, parce qu'ils ont aujourd'hui 20 ans, 18 ans et 15 ans. Et je me dis que le temps est vraiment passé très, très vite. Alors, évidemment, ils ne sont plus petits. Vous aurez compris, j'ai des ados à la maison, ce qui veut dire que j'ai d'autres combats, mais que je continue de temps en temps à me sentir un peu comme Rambo dans mon salon. Alors, ce n'est plus des Playmobil que je dois ramasser, mais des chaussettes sales et des paquets de biscuits vides. Donc voilà, et autant vous dire, et j'en parlerai au cours de ce webinaire, que l'épuisement parental ne concerne pas que les parents de jeunes enfants, loin de là. Alors, juste comme introduction très rapide, mais cela me semble important, je souhaiterais faire une petite aparté, une introduction autour de la question de la parentalité. Il faut savoir que pendant très longtemps,
On ne parlait pas d'ailleurs de parentalité, on parlait de parenté. Et pendant très longtemps, l'autorité au sein de la famille était uniquement paternelle, était uniquement contrôlée par le père, et la notion d'autorité parentale conjointe, donc partagée entre les deux parents, est en réalité quelque chose de très récent, puisque comme vous le voyez à l'écran, eh bien, cette autorité parentale n'existe que depuis 53 ans maintenant. Donc, c'est vraiment peu au regard, vous le voyez, des siècles et des siècles d'un autre modèle parental. Et il faut savoir que le terme de parentalité, lui, est encore plus récent puisqu'il est arrivé dans les années 80 et avant, nous ne parlions que de parenté. Et là, c'est important parce que dans les 50, les 70 dernières années, la vision de l'enfant a aussi évolué. Donc, la famille a évolué, la structure de la famille a évolué, mais ce que l'on attend du parent aussi a évolué. Parce que pendant des siècles et des siècles, on a vu l'enfant comme une sorte de petit animal qu'il s'agissait de dresser. Hein. Et maintenant, on considère l'enfant dans sa globalité comme un être à part entière qu'il s'agit d'éduquer. Et bien sûr, eh bien, ça exige plus de compétences, de patience, peut-être d'autres outils pour pouvoir y arriver. Sans compter qu'aujourd'hui, dans la majeure partie des cas, nous désirons être parents. C'est devenu un projet, un choix, alors que pendant, là aussi, des siècles et des siècles, une naissance n'était pas toujours choisie. Elle était même la plupart du temps, imposée. Donc ça, c'est un élément important de comprendre qu'aujourd'hui, eh bien, nous choisissons, nous attendons, parfois nous rêvons même d'être parents. Et avec une famille qui a énormément évolué dans les 50 dernières années. La famille traditionnelle existe bien sûr toujours, mais aujourd'hui, vous avez beaucoup de familles recomposées, de familles monoparentales, de familles homoparentales, de familles adoptives, de familles d'accueil, de familles multiculturelles, de familles accueillant un enfant souffrant d'un handicap. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on ne parle plus de une famille, mais des familles. Donc, tout ça, c'est un changement fondamental. Et c'est un changement qui est très récent. Désolée de le dire ainsi, mais 50 ans, 70 ans, c'est très peu. Vraiment très peu au regard de tout ce que nous avons vécu auparavant. Et avec, en plus, aujourd'hui, la famille qui se vit dans les médias, qui se vit dans les réseaux sociaux, avec une image souvent plutôt une belle image, on montre des choses magnifiques, etc., etc. Et donc, j'aime bien montrer toujours ce texte un petit peu humoristique qui compare le rôle des parents en 1980, donc s'assurer que son enfant mange à sa faim, étudie bien pour réussir sa vie, et le parent en 2020 qui, lui, vous voyez, a une très longue liste d'impératifs, d'attentes, de devoirs accompagnés pour la conscience écologique, les devoirs, les activités sportives, prendre des congés, faire réviser, connaître la différence entre TikTok et Instagram, etc., etc. On va même aujourd'hui jusqu'au fait de parler d'hyperparentalité, c'est-à-dire d'être peut-être un peu trop investi ou en tout cas de mettre tous les rôles et toutes les fonctions dans la notion de parentalité. Mais c'est vrai qu'entre il y a 40 ans ou 50 ans et aujourd'hui, eh bien, les attentes vis-à-vis des parents ont même explosé. Et donc ça, c'est un changement et on va le voir. Cela fait bien sûr peser un poids très important sur les épaules des parents. Alors, en plus, avec bien sûr ce que montrent les réseaux sociaux et ce qu'ils ne montrent pas. Et ils ne montrent pas
les découragements, les petites maladies, les moments où tout dérape, les énervements, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, et ça va être la conclusion de cette introduction, aujourd'hui, les parents, notamment les femmes, mais les pères aussi, aujourd'hui sont placés dans ce qu'on appelle une injonction paradoxale. Alors, ça veut dire quoi une injonction paradoxale? Ça veut dire que l'on attend aujourd'hui de la part des parents un peu tout et son contraire. C'est-à-dire qu'on nous dit qu'il faut que nous nous épanouissions individuellement, il faut avoir un métier qui nous plaît, il faut faire du sport, il faut continuer à faire attention à notre couple, il faut continuer à pouvoir sortir avec nos amis, nos copines, etc., etc. En clair, ne pas se sacrifier pour nos enfants, mais en même temps, ben, vous l'avez vu, les tâches des parents augmentent toujours un peu plus, la pression sur les parents augmente aussi toujours un peu plus, et donc en clair, on nous demande d'être parfaits partout, on attend de nous que nous soyons des parents quand même parfaits, et puis en même temps, une femme parfaite, une amante parfaite, etc., etc. Et donc ça, c'est déjà un des premiers éléments à prendre en compte. Nous subissons, nous, aujourd'hui, de façon globale, hein, épuisement parental ou pas, nous subissons tous une énorme pression et beaucoup d'attentes qui peuvent nous placer dans des grandes difficultés. Alors, nous allons voir, l'épuisement parental, il prend sa source dans le stress. Le stress, en tant que parent, malheureusement, nous en avons tous. Alors, il y a bien sûr la fragilité du parent de jeune enfant. Évidemment, les parents de jeunes enfants eh bien, ont un stress particulièrement fort, d'abord parce qu'ils doivent s'adapter à un nouveau style de vie. Comme vous le voyez à l'écran, avant les enfants, c'est plutôt la facilité et la liberté, puis les enfants arrivent et évidemment, eh bien, la liberté devient beaucoup plus compliquée et puis on voit bien que d'un point de vue matériel et d'un point de vue psychique, les choses se chargent et se changent nettement, avec évidemment toutes les difficultés du manque de sommeil, des inquiétudes, des maladies, des enfants, etc. Donc c'est vrai que les parents de jeunes enfants ont un stress assez particulier. Mais il y a une autre catégorie de parents qui, eux aussi, vivent un stress très important et on n'y pense pas automatiquement. Eh bien, ce sont les parents d'adolescents, parce que les parents d'adolescents, eux aussi, se retrouvent dans une période très particulière. Ils sont dans le temps de la perte, ils sont dans le temps de très grands changements. Alors, on parle souvent de la crise de l'adolescence et on parle souvent de l'adolescent, mais on oublie que le parent, lui aussi, peut être en crise parce que ce parent d'adolescent, il va subir un certain nombre de pertes. D'abord, la satisfaction de se sentir utile. Alors bien sûr, avant, il était plus que fatigué à la fin de la journée, mais au moins, il avait servi à quelque chose. Maintenant, s'il a le droit de rester dans la cuisine, c'est déjà une grande chance. Ce parent va aussi perdre son image de bon parent. Hein, avant, on est magnifique, on a une trop belle robe, on est le plus fort papa du monde ou le plus beau papa du monde ou la plus jolie maman du monde. Et puis arrive l'adolescence et là, on va le dire, ils ont honte de nous. Hein. Il ne faut pas les amener, il ne faut pas être là trop près, parce que c'est ça qui est problématique à l'adolescence, c'est qu'on devient ringard et qu'il va falloir accepter de devenir ringard. Mais devenir un parent amateur, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être agréable. Et évidemment, au moment de l'adolescence, vous allez retrouver un stress accru. En plus, c'est le moment où l'adolescent commence à sortir, où il y a les orientations scolaires, etc., etc. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus de stress. Alors, dans l'épuisement parental, on passe à un niveau au-dessus. On sait aujourd'hui, et aujourd'hui on étudie depuis les années 80, mais surtout depuis les années 2000, on étudie plus particulièrement l'épuisement parental. Et vous voyez à l'écran le livre Le Burn-out parental
de Moira Mikola-Jacques et d'Isabelle Roskam, qui sont belges, toutes les deux, de l'Université de Louvain. Et c'est une équipe qui travaille beaucoup aujourd'hui sur ce thème du burn-out parental. Donc, vous allez voir, c'est un processus aujourd'hui qu'on connaît beaucoup mieux, mais c'est un processus qui existait auparavant. Ce n'est pas une invention du 21e siècle. Et le burn-out parental, c'est quand même le passage d'un stress chronique, intense, à une situation d'épuisement parental. Alors, je vais bien sûr vous le détailler et vous l'expliquer, mais vous comprenez qu'on passe à un niveau au-dessus. Tout parent vit du stress à un moment plus ou moins fort, de façon plus ou moins importante. Parfois, ce stress peut même être chronique. Il peut même parfois être assez intense. Mais ça ne veut pas dire qu'on est automatiquement dans un syndrome d'épuisement parental. Il va falloir encore un niveau supplémentaire. Et comme vous voyez à l'écran, alors pendant très longtemps, on donnait le chiffre de 5 à 8% des parents concernés. Les dernières études, il faudra que je change ma slide, mais les dernières études parlent plutôt de 10 à 12% des parents concernés. Donc ça veut dire quand même un parent sur 10. C'est vraiment un élément important. Alors, les 4 caractéristiques de l'épuisement parental sont les suivantes. Vous retrouvez bien sûr la notion d'épuisement. La notion d'épuisement physique et psychologique, mais j'ai envie de dire c'est un épuisement que vous retrouvez dans tous les types d'épuisement ou de burn-out. Vous le retrouvez dans le burn-out professionnel, vous le retrouvez dans la dépression. Il y a un épuisement physique et psychologique. Mais par contre, ce qui est différent, c'est que cet épuisement s'accompagne d'un sentiment, parce que c'est pas toujours, ça ne veut pas toujours dire que c'est vraiment la réalité, mais d'un sentiment de perte d'efficacité dans le rôle parental. Le parent qui subit un épuisement parental, tout d'un coup, se sent de moins en moins efficace, de moins en moins performant dans son rôle de parent. Il y a d'ailleurs un contraste, et ça c'est l'élément qui est vraiment important. Dans l'épuisement parental, il y a un avant et un après. Avant, le parent fonctionne en tant que parent, il a investi sa fonction de parent. Ce n'est pas par exemple une dépression postpartum où le parent a parfois du mal à se sentir parent. Là, le parent a vraiment investi son rôle de parent, mais à un moment, il y a une cassure due à l'épuisement et le parent se sent en perte d'efficacité et en distanciation vis-à-vis de son rôle de parent. Il a l'impression de fonctionner en automate dans son rôle de parent. Il peut par contre continuer à être très performant au travail, dans une vie sociale, dans une vie sportive, et parce que c'est vraiment la notion de parentalité qui est impactée, mais avec un parent qui peut aller jusqu'à vous dire j'ai l'impression que j'aime plus mes enfants, quand je les regarde ça me fait plus rien, je me sens comme une étrangère ou un étranger face à mes enfants. Vous voyez, dans l'épuisement parental, on a bien sûr quelque chose de physique, on a une vraie fatigue physique, mais on a aussi une cassure psychologique qui fait que le parent se sent en décalage, en difficulté par rapport à son rôle de parent. Donc vraiment, c'est lié à la fonction parentale et parfois uniquement à la fonction parentale, mais vous comprenez que bien sûr, ça entraîne des sentiments de honte et de culpabilité, surtout dans un pays où on a désiré être parent. C'est quand même très compliqué, très compliqué de pouvoir dire je crois, j'ai peur de plus aimer mes enfants, je regrette d'être devenue parent, je n'ai plus aucun plaisir dans le fait d'être parent, etc. Donc généralement, et c'est pour ça que la prévention est si importante, la difficulté c'est que généralement les parents ne consultent pas pour épuisement parental, ils ne vont pas voir leur médecin, notamment en disant ce genre de choses, parce qu'eux-mêmes ne le savent pas. Ils viennent plutôt témoigner ou consulter sous
la forme de problèmes liés à de la fatigue ou de l'irritabilité ou de la colère, ou parfois ils sont capables de dire qu'ils ont peur de négliger un peu leurs enfants. Et puis surtout, on a souvent des dépendances qui se mettent en place. Alors, des dépendances légères, hein, c'est pas une dépendance, mais le besoin de à tout prix boire 2 ou 3 cafés avant de pouvoir fonctionner, un petit peu d'alcool absolument nécessaire à la fin de la journée, passer plus de temps au travail pour éviter de rentrer. Voilà, avoir des petites dépendances, des choses légères, mais qui se mettent en place. Et puis, on le verra aussi, l'épuisement parental peut eh bien, provoquer des difficultés conjugales, ou les difficultés conjugales peuvent être un critère supplémentaire de risque. Donc, ça peut être aussi une des raisons de consultation. Et puis, on peut avoir des choses autour de problèmes de sommeil, de mal de dos, etc. Alors, bien sûr, parfois, il y a des vrais problèmes, mais vous comprendrez que c'est ça la difficulté, c'est que les gens, et c'est pour ça que nous avons ce webinaire ce soir, ne savent pas qu'ils sont peut-être en épuisement parental. Alors, il y a un certain nombre de fausses croyances sur l'épuisement parental, notamment le fait de croire qu'il concerne principalement les femmes. Alors, c'est vrai qu'il concerne une majorité de femmes, mais c'est parce que c'est elles qui sont à la maison. Principalement, c'est elles qui sont beaucoup pour certaines sur les fonctions parentales, mais un homme qui est très impliqué dans ses fonctions parentales, et notamment, je connais des papas qui ont pris des congés parentaux pour être avec leurs enfants, et là, on retrouve des pères qui souffrent potentiellement d'épuisement parental. Donc, ce n'est pas que les femmes, ça peut être aussi les hommes. Ça concerne les parents qui sont très, très près, très proches des enfants, et ça peut être évidemment le couple ensemble. Vous l'aurez compris, ça ne touche pas que les parents de jeunes enfants, notamment les parents d'ados ont besoin de faire attention à eux, et ça ne concerne pas exclusivement les parents avec des enfants en difficulté. Bien sûr, le fait d'avoir un enfant, notamment par exemple souffrant d'un handicap, peut être un facteur de risque supplémentaire d'épuisement parental. Ce n'est pas une cause à effet, mais c'est un facteur de risque qu'on retrouve aussi en fonction de la précarité économique, ou le fait d'être un parent solo. Cela peut amplifier le risque ou non. Donc vous voyez, il n'y a pas de cause à effet, mais vous le verrez tout à l'heure, il y a des risques qu'il faut connaître, qu'il faut prendre en compte pour essayer évidemment de les limiter. Et puis, dernier critère de risque qui va peut-être vous étonner, mais les parents travaillant à temps partiel ont plus de risques potentiels d'un épuisement parental que les autres parents. Alors pourquoi? Ça peut paraître bizarre. Pourquoi? Parce que généralement, quand vous travaillez à temps partiel, vous considérez que les jours où vous êtes là avec les enfants, c'est pour être avec les enfants, que vous faites ça pour ne pas avoir, entre guillemets, de besoin d'aide. Et donc, souvent, les parents en temps partiel surinvestissent, vous vous souvenez de ce que je vous disais au début, surinvestissent et leur travail, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix, c'est nécessaire, et aussi leur fonction parentale, et donc ont un risque d'épuisement accru. Et quand vous avez un parent qui risque d'être en épuisement parental ou qui flirte avec l'épuisement parental, le conseil de lui dire travaille moins pour rester un peu plus avec tes enfants n'est pas un bon conseil du tout. Il vaut mieux lui donner l'inverse. Il vaut mieux lui dire écoute, travaille un peu plus et fais-toi aider à la maison pour pouvoir souffler, parce que c'est là où le parent a besoin de prendre un petit peu de distance. Bien, alors, je vais vous expliquer maintenant comment on peut rentrer dans l'épuisement parental, comment il se met en place.
Mais peut-être que je vais faire une première pause, tiens d'ailleurs, un peu tôt, mais c'est pas grave du tout. Est-ce qu'il y a déjà des questions sur cette définition de l'épuisement parental? Est-ce que les choses vous semblent suffisamment claires et précises ou pas? Est-ce qu'il y a éventuellement des questions, des remarques ou des besoins de précision? Éventuellement, n'hésitez pas à brancher votre micro et à poser votre question directement. J'ai une petite question. Du coup, Oui. vous avez parlé effectivement que les parents se rendaient pas forcément compte qu'ils étaient en épuisement parental, qu'ils allaient voir le médecin pour un autre souci. Mais du coup, à quel moment et comment on peut déceler réellement que c'est de l'épuisement parental et vers quel professionnel on peut se tourner du coup quand on rencontre des personnes comme ça? Alors, pour déceler s'il y a un épuisement parental ou pas, il faut poser des questions autour de la parentalité. Donc, c'est-à-dire, il faut poser des questions autour de comment ça se passe avec vos enfants. Est-ce que et vous vous sentez pas trop frustré? Puis il faut oser mettre des mots, hein, c'est-à-dire est-ce que vous avez du plaisir à être avec vos enfants? Comment vous vous sentez en tant que parent? Alors, il faut du temps, hein, évidemment, un peu pour ça. Mais donc, il va vraiment falloir venir investiguer de ce côté-là. Euh, Évidemment, dans ces moments-là, quand on est professionnel et qu'on a un parent qui commence à dire oh, je supporte plus mes enfants, vraiment j'en ai marre, on est tenté de dire mais ça va passer, ça va aller, vous verrez, vous les aimez quand même. Donc c'est là où en tant que professionnel, il faut un petit peu freiner certaines phrases et certaines habitudes. Il faut quand même voir aussi le niveau de fatigue, hein, et le niveau d'épuisement. Là, il y a quand même quelque chose de physiologique, de physique à évaluer. Et après, pour une prise en charge, je vous le montrerai tout à l'heure, il existe un site qui s'appelle le site du burn-out parental. Et sur ce site, vous avez les professionnels qui sont formés à la prise en charge de ce syndrome et vous avez un listing et une liste, donc avec la possibilité d'obtenir les noms de ces personnes et de savoir où aller les chercher. Donc ça, je vous le montrerai tout à l'heure. Il existe maintenant plusieurs associations, plusieurs instituts, et notamment celui-là, parce que effectivement, il va falloir avoir comment je vais vous dire ça? On peut bien sûr hein, accompagner l'épuisement parental sans être automatiquement formé, mais c'est quand même, vous allez le voir, il y a quelques outils qui vont quand même aider davantage. Donc voilà. L'intérêt aujourd'hui, c'est qu'il y a des formations qui ont été proposées, qui continuent à être proposées, notamment en ligne, et qui permettent d'accompagner les parents de façon beaucoup plus adaptée. Donc voilà. Mais si vous en êtes d'accord, je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais sachez que voilà, il y a différents instituts qui existent aujourd'hui. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on parle d'épuisement parental et pas seulement d'épuisement maternel, alors qu'on a parlé pendant très longtemps uniquement d'épuisement maternel. Bon, eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de revenir à ma présentation. Vous n'hésitez pas, de toute façon, je referai une petite pause. Alors, je voudrais vous expliquer comment on peut malheureusement aller vers l'épuisement parental sans le vouloir et parfois sans s'en rendre compte. Et vous comprendrez aussi, et c'est l'objectif, comment on peut peut-être commencer aussi à l'éviter et à éviter malheureusement d'aller
vers ce syndrome. Alors, les Américains parlent donc de burn-out, et burn-out, ça veut dire littéralement cramer, hein, brûler. Et donc, ils parlent, eux, de burn-in et de burn-out. Le burn-in, si vous préférez, c'est la montée vers l'épuisement, et le burn-out, c'est une fois que malheureusement, on est arrivé au stade de l'épuisement. Dans la montée, dans le burn-in, il y a différentes phases. La première phase, c'est un peu la phase du parent parfait. C'est-à-dire que le parent a bien sûr rêvé d'être un parent de telle ou telle façon. Nous avons le parent rêvé, le parent idéal que nous souhaitions être. Et puis, nous allons devoir faire connaissance du parent réel. Et c'est là où, malheureusement, parfois, ça peut être un petit peu douloureux. On avait toujours dit qu'on ferait jamais comme nos parents et qu'on ferait différemment de nos parents. Et puis, parfois, on a l'impression que c'est notre mère ou notre père qui parle dans notre bouche. Donc, voilà. Mais dans l'épuisement parental, il y a d'abord, et on retrouve beaucoup, ce ne sont pas les parents qui ne sont pas engagés, qui sont en burn-out parental. Vous le comprenez bien, ce sont les parents qui se sont énormément engagés, qui vont tomber en burn-out parental. Donc au début, c'est ce parent parfait, ce parent qui cherche à être présent sur tout, qui cherche à tout gérer, à tout accompagner, et puis à faire que tout soit parfait. Alors ça va des petits pots bio, aux couches, aux histoires, aux cours d'anglais, aux sacs cartables parfaits, etc., etc. Donc voilà, mais avec le problème, c'est qu'au bout d'un moment, tout est toujours au même niveau, tout est important, tout est vital. Et donc, ce parent parfait, il commence à courir un peu partout parce qu'il faut lâcher sur rien et tout est important. Alors, premier outil que je voudrais partager avec vous, on les appelle les cercles de vérité. De temps en temps, quand on commence à courir un petit peu trop en tant que parent, quand on commence à un petit peu sentir la surchauffe, je vais dire, ça peut être intéressant de temps en temps de faire un peu la liste de tout ce que l'on fait, de toutes nos attentes, de toutes nos exigences vis-à-vis de nos enfants et de les classer un peu comme cela, c'est-à-dire les classer à qu'est-ce qui est indispensable, qu'est-ce que je dois à tout prix réaliser pour que mon enfant soit en sécurité, pour qu'il continue à grandir de façon correcte. Je ne parle pas idéale, je parle de façon correcte. Qu'est-ce qui serait super si j'avais plus de temps, plus d'énergie? Et puis, qu'est-ce qui, honnêtement, est superflu? Qu'est-ce qui est, ce serait super, idéal, mais bof, seulement si j'ai le temps. Et ça, de pouvoir, vous voyez, faire ces cercles de vérité, se dire, il faut quand même, je ne vais pas pouvoir tout faire. Ça, c'est être un parent parfait et ça n'existe pas. J'en ai encore jamais rencontré et je pense que j'en rencontrerai jamais. Et je n'en suis pas un non plus. Donc voilà, loin de là. Et donc, l'idée, c'est vraiment ça. Qu'est-ce qui est indispensable? Et de temps en temps, quand on sent qu'on est un peu submergé, eh bien, revenir sur ce tri et se dire, demain, qu'est-ce qui est indispensable? Et le reste, c'est du superflu. Donc ça, c'est la phase 1. Le parent qui veut être parfait et donc qui va se rendre indispensable. Il va chercher à être présent partout. Il va surinvestir son rôle de parent. Parfois, c'est là où ça commence à poser un problème dans le couple parce que c'est là où il y a moins de place pour l'autre, parfois parce qu'il ne fait pas comme on voudrait, parce qu'il ne fait pas assez. Et donc, le parent, au fur et à mesure, commence à dire oui, je suis le seul à pouvoir faire, la seule à pouvoir faire, c'est toujours sur moi que ça vient. Et on commence à avoir un parent, donc c'est pour ça que j'ai un élastique là dans la main, on commence à avoir un parent, bien sûr, qui va tellement surinvestir qu'il va être, et c'est inévitable, qu'il va être tendu, de plus en plus tendu. Et dans mon cabinet, moi, j'ai toujours un élastique sur ma table et régulièrement, je demande aux patients de me dire, est-ce que vous pourriez me dire là, quel est votre niveau de tension et notamment votre niveau de tension dans votre vie
parentale, puisque là, on parle de la vie parentale. Et c'est un bon marqueur, hein, parce que bon, vous pouvez être là, vous pouvez de temps en temps être là de façon peut-être particulière, parce qu'il y a un événement, voilà, mais j'ai assez souvent des parents qui d'emblée font ça, et quand je leur dis est-ce que ça bouge, est-ce que ça évolue au cours de la semaine ou du mois, ils me disent non, ça reste comme ça. Et là, j'ai souvent pour habitude de leur dire et ça vous fait mal où dans le corps? Et j'ai des réponses différentes en fonction des gens. J'ai des gens parfois qui me disent dans le cou, dans les épaules, dans le dos, dans les genoux. Et ça, c'est un signe de stress. C'est un signe de tension, mais on n'en a pas toujours conscience, hein, parce qu'on a tendance à considérer qu'on subit un peu, qu'on est là pour subir ce genre de choses. Mais de temps en temps, faire cet exercice, c'est intéressant et honnêtement, l'élastique ne peut pas être toujours comme ça. Vous comprenez bien que ça, c'est dangereux. Et c'est ce qui arrive petit à petit à un parent qui va vers le burn-out parental. Il va de plus en plus tirer, et je pense que vous comprendrez ce qui risque d'arriver, évidemment, et c'est le cas de l'épuisement, c'est quand l'élastique casse. Et donc, il n'y a plus d'énergie, il n'y a plus de possibilités. En phase 3, vous avez le parent là qui rentre en phénomène de sacrifice de soi. Comme il veut être parfait et qu'il doit tout assumer et que au bout d'un moment, l'autre est disqualifié, eh bien, évidemment, le parent vous explique qu'il doit tout assumer, il doit tout faire et qu'il n'a pas d'autre choix et qu'il ne peut pas faire autrement et que s'arrêter, ce n'est pas possible. Alors, il y a souvent plus des mamans que des papas parce que les mamans ont une certaine proportion au sacrifice de soi, c'est quelque chose d'un petit peu inscrit. Souvent, les papas vont peut-être s'arrêter un peu plus tôt, mais pas toujours. Et on en arrive, et je reviendrai dessus, après évidemment, à une frustration énorme. Alors, quand on en arrive là à ce je dois tout assumer, je dois sacrifier, j'aime bien parler du fait de mettre en place des rituels de désengagement. Alors, c'est quoi des rituels de désengagement? C'est de bien comprendre que même s'ils nous aiment très fort, nos enfants et nos adolescents ne sont pas responsables de notre bien-être et de nos moments de récupération. Ils ne vont pas venir nous trouver en disant « Oh, ma petite maman, tu es vraiment fatiguée, va te reposer » ou « Mon petit papa ». Ils peuvent le faire hein, de façon de temps en temps et on les trouve très mignons quand ils le font, mais évidemment, ils ont autre chose à faire que s'occuper de nous. Et donc, c'est à nous, adultes, de mettre en place des petits moments de respiration. Alors, un rituel de désengagement, alors le rituel de désengagement idéal, c'est bien sûr de pouvoir partir en week-end avec son amoureux ou tout seul pour souffler un peu, mais ça, c'est quand même assez compliqué à organiser. On peut par contre mettre en place des rituels de désengagement quotidiens d'une toute petite durée, mais qui font du bien. Alors, je vous donne un exemple. Je connais un papa qui, quand il va chercher ses enfants, il quitte le bureau, il a un tout petit trajet en voiture, donc ce n'est pas suffisant pour lui ce trajet en voiture pour vraiment pouvoir souffler et passer de sa journée de travail à sa journée de papa, à sa soirée de papa. Alors, il reste systématiquement dans sa voiture, devant l'école, enfin, devant la garderie, 5 minutes de plus pour écouter alors lui, il arrive, je vais faire de la publicité, mais il écoute la radio Rire et Chanson et systématiquement, il s'écoute ou une chanson ou un sketch au calme, sa voiture posée, histoire de souffler, de se désengager et seulement après, il va chercher ses enfants. Même principe, je connais une assistante maternelle qui, comme en plus elle travaille chez elle, eh bien quand les enfants dont elle s'occupe sont partis, systématiquement, maintenant ses enfants le savent et la laissent, elle part faire le tour de son jardin ou elle part dans sa pièce à elle pendant une dizaine de minutes, se reposer, se changer les esprits et après, eh bien, elle recommence sa journée. Parce que ça, vous le verrez tout à l'heure, mais c'est une des grandes difficultés, c'est qu'en tant que parents, nous sommes souvent en apnée. C'est-à-dire que nous
nous avons déjà géré une journée, nous avons bien sûr déjà dépensé beaucoup d'énergie et nous sommes obligés de repartir encore. Et je connais malheureusement beaucoup de parents, notamment des mamans, qui enchaînent la soirée en mode allez, allez, on y va. C'est à peine si elles n'ont pas encore le manteau sur le dos. Et évidemment que ça pose problème parce qu'à un moment, ce sentiment de sacrifice, ça devient une frustration énorme, vraiment énorme, et c'est là où arrive l'énorme coup de fatigue. Et attention, il y a des parents qui témoignent, quand ils témoignent d'épuisement parental, ils vous expliquent qu'ils n'ont pas réussi à se lever. Parfois, on en est là, c'est-à-dire ils se couchent et le lendemain, ils n'arrivent pas à se lever tellement ils sont épuisés. On parle vraiment d'un coup de bambou, hein, c'est l'expression qu'on utilise pour le burn-out. C'est vraiment le fait d'expliquer qu'il y a un moment, l'épuisement physique et émotionnel est tel que le parent soit n'arrive pas à se lever ou soit tout d'un coup a l'impression qu'il doit absolument fuir, qu'il doit partir, et parfois ça arrive parce qu'il est dans un état d'épuisement absolu. Donc quand on en est là, évidemment, l'aide est absolument indispensable et on va avoir besoin d'être soutenu et être accompagné, mais vous comprenez bien aussi que l'idée, c'est d'éviter, hein, je reprends mon élastique, mais c'est d'éviter d'en arriver là et de prendre conscience que nous, en prenant soin de nous, de toute façon, nous prenons soin aussi de nos enfants. Et donc ça, c'est vraiment le phénomène de l'épuisement parental. L'épuisement parental, c'est, vous comprenez, le moment où les risques deviennent plus importants que les ressources, ou si je peux le mesurer ainsi, où le stress d'être parent est plus important que les ressources que nous avons pour faire face et aussi le plaisir que nous avons à être parents. C'est-à-dire que tout d'un coup, nous avons l'impression qu'il n'y a plus aucun plaisir, qu'il n'y a que du déplaisir, qu'il n'y a que des risques. Et évidemment, à ce moment-là, eh bien, c'est là où arrive la difficulté parce qu'on se sent épuisé. Alors, dans les pistes, et je vais maintenant les développer, mais vous allez comprendre que dans les pistes, on a tendance à souvent ne travailler que sur les stresseurs, que sur les risques. On oublie, et c'est indispensable, qu'il faut aussi travailler sur les ressources. C'est ce qui nous protège aussi de l'épuisement parental, c'est de continuer à avoir de la satisfaction, à avoir du soutien, à avoir des ressources. Et donc, et c'est ce que je vais vous présenter dans la troisième partie de ce webinaire, mais quand on va vouloir ou se prémunir de l'épuisement parental ou le guérir, il va falloir à la fois peut-être éliminer des stresseurs, les alléger, essayer de faire en sorte qu'ils soient moins impactants. Et il va falloir aussi, en parallèle, aller chercher de ressources ou mieux utiliser les ressources qui soient présentes. Alors, vous le voyez à l'écran, retirer des stresseurs, ben oui, c'est peut-être, par exemple, retirer des activités extrascolaires, peut-être retirer, accepter de confier les enfants à des oncles, des tantes, à des amis s'ils sont volontaires. Alléger les stresseurs, c'est essayer. Il y a des stresseurs qu'on ne peut pas supprimer. On ne va pas supprimer nos enfants, hein, on est bien d'accord. Donc, il va bien falloir trouver des moyens d'alléger les choses et d'utiliser les ressources déjà présentes. Je vais vous donner un exemple concret. Je connais 2 mamans en primaire qui ont décidé d'échanger leurs enfants pour les devoirs. Enfin, c'est pas tout à fait vrai. Elles avaient décidé que le mardi, la maman A prenait tous les enfants et la maman B, ça lui permettait d'aller faire du sport. La maman A avait 4 enfants ce soir-là et devait faire les devoirs pour les 4. Mais généralement, ça se passait bien parce que quand il y a des petits copains à la maison, nos enfants sont souvent un petit peu plus coopératifs
Et puis, les enfants des autres, généralement, sont un petit peu plus faciles à gérer. Et puis le jeudi, la maman B prenait tous les enfants et la maman A, elle ne faisait rien. Voilà, c'était son soir où elle restait à la maison, tranquille, à organiser des choses, etc. Donc, vous voyez, ces mamans se sont organisées à la fois pour alléger leurs stresseurs, et des stresseurs, il y en a plein, et mieux utiliser les ressources. Et puis, parfois, il faut aller ajouter des ressources, trouver quelqu'un pour aider, aller voir les associations de parents d'élèves, les associations telles que la Ligue de l'enseignement qui sont là pour aider, etc. Il y a des moments, effectivement, où il faut aller rajouter des ressources. Mais souvent, on ne pense qu'aux stresseurs. Et c'est ça qui est dommage parce qu'on oublie qu'il y a aussi besoin de pouvoir aller travailler du côté des ressources. Et donc, après, je vais faire une pause là maintenant, mais après, je vais aussi vous montrer comment on va essayer d'aller travailler sur le stress, d'aller essayer de travailler sur les émotions, améliorer les relations, bien sûr, ça va aider. Mais voilà, il y a tout un élément aussi d'accompagnement à la parentalité qui, bien sûr, va aider, mais on peut déjà commencer à réfléchir en termes de ressources et en termes de stresseurs et de comprendre que l'épuisement parental, c'est pas parce qu'on est un mauvais parent ou un parent faible, c'est parce que à un moment, il y a trop de charges, il y a trop de stress, il y a trop de pertes et il n'y a pas assez de ressources. Et parfois, c'est pas de notre faute s'il n'y a pas assez de ressources. Vous voyez, ça peut arriver par exemple au moment d'un déménagement où on perd son réseau social, où on perd le contact on a moins d'aide et puis on a plus de stress parce qu'il faut tout recommencer. Et là, vous voyez mes mains et vous voyez bien qu'on a un déséquilibre. Et il suffit que ça arrive à un moment de fatigue, etc., paf, ça peut tomber en syndrome d'épuisement parental. Voilà, je fais une deuxième pause pour garder votre attention et pour vous permettre éventuellement de poser des questions ou de demander des compléments d'information. Est-ce qu'il y a éventuellement... merci pour votre commentaire en tant que professionnel. Alors, comment aborder cette question sans être trop évasif, invasif oui. Ben oui, c'est un vrai problème. Merci pour cette question parce que c'est un vrai problème parce que ce que je vous disais au début du webinaire, c'est un peu honteux de tout d'un coup dire je suis pas à l'aise dans mon rôle de parent. C'est compliqué, surtout qu'en plus, j'insiste, mais dans les réseaux sociaux, on vous montre des parents qui visiblement ont l'air de vivre des choses fantastiques, merveilleuses, qui ont des goûters d'anniversaire extraordinaires, etc. Et donc, ça renforce encore plus la culpabilité des parents. Donc, d'où l'importance, je crois, en tant que professionnel, peut-être déjà d'expliquer que l'épuisement parental existe, d'expliquer ce qu'il veut dire, de pouvoir envoyer vers des sites, vers des petites vidéos ou vers le lien de ce webinaire qu'on vous transmettra. En tout cas, de renvoyer vers une source d'information pour déjà dire aux parents, écoutez, je ne sais pas si ça vous concerne, mais ça existe. Et sachez que si vous deviez être concerné, vous n'êtes pas le seul d'abord, hein, c'est quand même un parent sur 10, voire un petit peu plus, et il y a des moyens d'agir. Donc ça, déjà, c'est une façon d'agir. Après, on le verra, il y a aussi une façon, c'est un peu de oser en tant que professionnel, un peu démystifier le rôle de parent, c'est-à-dire éventuellement en tant que professionnel de dire c'est pas facile tous les jours d'être parent, c'est pas toujours drôle, franchement, il y a des jours, voilà, hein, on regrette de ne pas avoir un poisson rouge, avec humour et gentillesse, mais voilà, si le professionnel aussi montre que il n'y a pas
il y a pas de jugement derrière ça, ça peut, aussi, beaucoup aider. Et puis, après, ben, c'est ce que je vous disais aussi, tout à l'heure, parfois par une série de questions, et ça, je vous mettrai, le lien en même temps que le lien du webinaire. Je vous enverrai, un document ressource où vous avez notamment, le lien vers une application qui s'appelle Dr Mood. Et dans cette application, je vais la retrouver et vous la montrer. Et dans cette application, vous pouvez faire un petit test. Voilà, c'est comme ça s'appelle Dr Mood et vous pouvez évaluer votre épuisement parental. C'est une appli gratuite qui vous permet, vous voyez, donc ça s'appelle Dr Mood. Mood, c'est l'état, on va dire, comment on se sent. Et donc, vous pouvez venir avoir un petit peu une radiographie, effectivement rapide, mais qui vous aide. Donc ça, c'est un très bon outil. Et il existe de toute façon aussi d'autres sites. Et vous voyez, ben, par exemple, vous avez des questions comme celui-là. J'ai peur que mes proches ne soient pas autant attachés à moi. Je suis consciente que mes proches. Un certain nombre de réponses. Vous pouvez d'ailleurs dire aux parents, vous les faites pour vous, moi j'ai pas besoin de les voir, mais ça peut donner un outil. Donc aujourd'hui, il y a quand même des outils qui existent et qui peuvent tout à fait vous accompagner. J'écris le nom de cette appli dans la discussion pour que vous la retrouviez. Alors, on peut avoir un désengagement, oui, donc je parle du désengagement vis-à-vis des enfants, mais est-ce qu'il peut y avoir un désengagement sur d'autres aspects de la vie? Oui, bien sûr, il peut y en avoir un, mais là, on va se poser la question d'une dépression. Dans l'épuisement parental, on peut avoir, hein, attention, on peut avoir et de l'épuisement parental et de la dépression ensemble, mais on peut aussi avoir tout simplement une dépression. Et là, une dépression, alors on est dans la même famille, hein, on est dans la même famille de syndrome d'épuisement, mais c'est vrai que la dépression va plus loin puisque c'est une perte d'énergie, une perte de plaisir sur plusieurs champs de la vie de l'individu en même temps. Et donc, on est obligé, quand on se pose cette question, de d'abord vérifier qu'on n'est pas face à une dépression. Alors, très souvent quand même dans la dépression, on a des pensées noires en plus, on a une perte de confiance en général dans la vie, alors que dans l'épuisement parental, vous avez quand même des parents qui sont quand même capables de vous dire qu'il y a des moments de bonheur, qu'il y a des moments où ils souffrent, des moments et des moments par contre qui ne sont pas avec les enfants. Mais mais évidemment, vous comprenez bien que s'il y a un épuisement parental qui est présent, qui est fort et qui n'est pas accompagné, au bout d'un moment, par culpabilité, par épuisement, par tout ça, le parent peut aussi aller vers une dépression. Donc ça, c'est quand même un critère qu'il faut avoir en tête. On peut avoir un épuisement parental qui amène à une dépression, comme on peut avoir voilà, une dépression qui cache un épuisement parental. Bon, normalement, les deux sont séparés, mais on est sur des critères assez proches. Dans le cas de l'épuisement parental, ça concerne vraiment, vraiment la fonction parentale de l'individu. Vraiment, c'est son rôle de parent. Voilà, une des mamans que je suivais et qui subissait un épuisement parental important, elle me disait clairement, moi je n'attends qu'une chose, c'est partir au travail et au travail, j'y pense pas et au travail ça va bien et voilà. Et le problème, c'est qu'elle me racontait la façon dont elle s'est rendue compte, hein, de son épuisement parental. Elle s'en est rendue compte parce qu'à la fin, de sa journée de travail, avant de rentrer, de prendre la voiture et d'aller chercher les enfants, au début, elle se fumait une cigarette avant de prendre la voiture et puis elle est passée à 2
puis elle est passée à 3. Donc, c'est-à-dire qu'elle s'est rendue compte un soir qu'elle restait de plus en plus longtemps sur le parking avant de prendre la voiture pour aller chercher les enfants. Et c'est là où elle a commencé à se poser des questions et à s'interroger. Donc, vous voyez, on est vraiment dans quelque chose qui est lié à la question quand même de la parentalité. Est-ce qu'il y a éventuellement encore une autre question? Eh bien, écoutez, j'enchaîne avec la dernière partie et puis nous verrons pour les dernières questions. Alors, voilà les axes, certains axes, hein, évidemment, et il y en a plusieurs, mais voilà les axes autour desquels on peut commencer à travailler. Alors, que l'on soit parent en épuisement parental ou que l'on soit en train de flirter avec l'épuisement parental. La première piste, c'est de travailler autour des émotions et notamment travailler autour des émotions du parent. Alors de l'enfant évidemment parce que ça aide et d'apprendre à comment gérer les émotions de l'enfant, mais évidemment le parent a lui aussi et surtout besoin de pouvoir exprimer ses émotions. Il a besoin de pouvoir dire qu'il est en colère, qu'il est déçu, qu'il est épuisé. Il a besoin d'avoir une écoute, mais qui n'est pas dans le conseil, une écoute qui est vraiment sur l'émotion et qui accueille l'émotion et de permettre aux parents de pouvoir essayer de déléguer et de différer un certain nombre de choses. Là, je reviens au cercle de vérité au début du webinaire. On le retrouve aussi dans la gestion des émotions. Quand le parent est submergé, il a besoin de pouvoir dire, là, je suis submergé, il y en a trop, il y a trop de choses et il y a peut-être des choses que je dois différer si je suis tout seul ou si je peux le faire. Et évidemment, la capacité de déléguer est vraiment quelque chose d'important. Et puis, tout ce qui va être le travail autour aussi des émotions de l'enfant, parce que voilà, dans les facteurs de risque, quand même, il peut y avoir parfois des comportements de l'enfant un peu problématiques et évidemment, on a besoin par rapport à ça d'accompagnement. Mais il y a vraiment quelque chose qui va être important qu'on appelle l'auto-empathie, c'est-à-dire la capacité en tant que parent de pouvoir prendre en compte nos propres émotions, de pouvoir les observer, les comprendre, les nommer et donc être en capacité de se dire, oui, ben voilà, là, je me sens en colère, je me sens en colère parce que j'avais rêvé d'avoir une soirée calme et puis ben c'est pas du tout le cas. Ça veut pas dire que mes enfants sont horribles, ça veut pas dire que je suis une mauvaise mère, ça veut pas dire tout ça, mais là ça veut dire que ce soir c'est vraiment une soirée dans laquelle je suis en difficulté et il faut soit que je passe le relais, soit que je couche les enfants plus tôt, soit que demain j'appelle ma meilleure amie pour avoir un quart d'heure où je me lâche un peu, ou en tout cas, ou alors une professionnelle hein, et un professionnel pour pouvoir entendre ces émotions qui sont là, qui sont trop fortes et que j'ai besoin d'apaiser. Alors, je peux aller les apaiser aussi par exemple, me lavant, aller prendre une douche chaude ou me laver les mains sous l'eau chaude parce que l'eau chaude, c'est quelque chose qui vient apaiser notamment les émotions fortes, en allant respirer, en allant peut-être marcher dans le jardin, en allant peut-être crier un bon coup dans ma voiture si vraiment j'en ai besoin. Enfin bref, comment je vais exprimer ces émotions pour qu'elles sortent et que je ne sois pas tout le temps en train de les porter comme un fardeau. Donc vraiment s'autoriser ces émotions, s'autoriser aussi à être en colère. Toutes les émotions sont légitimes. Tous les comportements, bien sûr, ne sont pas acceptables. Ça, c'est sûr qu'en tant que parent, il y a des comportements que je n'ai pas le droit d'aborder, mais par contre, j'ai le droit d'être triste ou honteux ou en colère.
Donc, un travail autour des émotions. Et déjà, pour les professionnels qui écoutent, un parent qui est déjà capable d'exprimer son émotion de frustration, de colère, qui peut être entendu autour de ça sans se sentir coupable, c'est déjà un parent qui va commencer à aller mieux et qui va comprendre que voilà, il n'est pas seul. Après, on sait que suivre un atelier d'habileté parentale ou lire des livres, par exemple, sur l'adolescence, notamment quelques livres accessibles, mieux comprendre son enfant, mieux comprendre son ado, surtout, c'est quelque chose qui va aider parce que, évidemment, ça va permettre d'avoir des pistes, d'avoir des ressources supplémentaires, parfois d'éliminer des stresseurs aussi, parce que le fait de savoir, comme je l'ai mis à l'écran, que le cerveau d'un adolescent, c'est quand même un grand chantier, hein, une période. Au moment du collège, il se passe beaucoup de choses et ça décable beaucoup pour recabler après. Évidemment, tout ça est absolument nécessaire et très bénéfique, mais évidemment, ça emmène beaucoup de perturbations. Donc, mieux comprendre ce qui est en train de se passer chez mon ado, par exemple, c'est quand même me donner un petit peu de capacité de prendre de la distance, de respirer un peu. Donc, c'est un élément important. Mieux comprendre mon enfant, mon adolescent, c'est un élément important. Et puis, élément aussi qui peut m'aider, c'est la question de l'autorité. Très souvent, en tant que parent, parfois, je me sens mis en difficulté dans mon autorité, j'ai du mal à peut-être fixer des choses, à obtenir, etc. Parce que on nous a un petit peu donné l'impression, nous parents, que l'autorité c'était quelque chose d'instinctif. Vous voyez faire ça, vous voyez que c'est, je sais, faut l'avoir naturellement, un peu une sorte de charisme qu'on aurait et qu'on n'aurait pas, alors que en réalité l'autorité ça se réfléchit, ça se construit. Une bonne autorité, c'est pas quelque chose d'instantané, c'est quelque chose que je vais euh, mettre en place, réorganiser, être voilà, en constante, parfois, évolution. Et donc là, je vous partage un outil que nous avons en atelier où nous aidons le parent à réfléchir à son cadre, donc à ce qu'il veut mettre en place pour son enfant ou son adolescent. Et vous voyez un cadre à 4 parties, et donc nous proposons aux parents de réfléchir à ce qui est libre, ce qu'il autorise son enfant à faire sans contrôle particulier, sans autorisation particulière. Donc, je ne sais pas, hein, je vous donne vraiment un exemple comme ça, mais par exemple, un enfant, un ado de 13 ans, par exemple, il est libre de la musique qu'il veut écouter dans sa chambre, il est peut-être libre de sortir. Je ne sais pas, le samedi après-midi. Enfin, voilà, je vous donne des exemples. Après, il y a ce qui est négociable. Alors, vous l'aurez compris, ce qui est négociable, ça veut dire que parfois c'est oui, parfois c'est non. Si c'est tout le temps oui, vous le mettez dans le libre. Si c'est tout le temps non, ne vous embêtez pas, mettez-le dans le non négociable. Mais le négociable, c'est aussi ce qui va permettre à l'ado, mais aussi à l'enfant, de s'entraîner, de venir essayer d'obtenir certaines choses. Et puis, c'est la flexibilité dont on a besoin pour aider un enfant à grandir. Donc, vous voyez, ces aspects libres et négociables, c'est les aspects de la liberté du cadre et ce qui permet à l'enfant de grandir. Et puis, il y a le non négociable. Alors, le non négociable, il est différencié des interdits parce que les interdits, normalement, ne bougent pas. D'accord. Ce qui est interdit, la loi, par exemple, l'interdit ou les lois religieuses les interdisent. Donc, et normalement, ça concerne tout le monde, alors que le non négociable peut, lui, évoluer et changer. Je reprends mon exemple de mon ado de 13 ans. C'est non négociable ou peut-être même interdit de sortir la nuit.
mais ça deviendra peut-être négociable quand il aura 16 ou 17 ans. Donc, vous voyez, là, il y a des nuances, bien sûr, qui sont mises. Et l'idée d'avoir des interdits et du non négociable, c'est que là, on est sur des questions de sécurité et que ces questions de sécurité nécessitent un non ferme. Alors, bien sûr hein, que l'ado va essayer de venir quand même négocier. Ça, c'est son job d'ado. Son job d'ado, c'est d'essayer d'obtenir quelque chose. Mais quand on a bien fixé le non négociable et qu'on est bien au clair, on lui rappelle juste, OK, tu es frustré, tu n'es pas content. Je te rappelle que pour l'instant, c'est non négociable. Et l'intérêt aussi de réfléchir à ce cadre, c'est qu'on peut le faire à deux éventuellement, ou le faire avec son conjoint, ou le faire avec quelqu'un qui nous sert d'adulte de référence. Et autant ce n'est pas grave d'avoir des différences entre le libre et le négociable. Hein. Nos enfants savent très bien que ce n'est pas tout à fait la même chose entre papa et maman. Autant c'est un problème, et vous le comprenez, s'il y a trop de flexibilité entre les interdits, le non négociable et le négociable. Donc, ça peut aider aussi, et ça c'est un critère, de travailler comme ça sur notre autorité et d'en parler ensemble. C'est ce qui permet aussi d'être deux et de faire face à deux. Et puis, de prendre conscience aussi qu'en tant que parent, vous voyez, là, vous avez un mobile qui est illustré, qui est représenté. Nous l'appelons le mobile de la famille et il nous permet de nous souvenir que dans une famille et à la base d'une famille, d'abord, il y a un homme et une femme. Alors, il peut y avoir deux hommes, deux femmes. Mais au début, il y a deux individus qui tombent amoureux, amoureuses, qui restent ou pas hein, amoureux, amoureuses. Et évidemment, là, c'est un critère de déséquilibre, ça c'est sûr, et ça peut être une difficulté. Mais par contre, une fois que l'enfant est arrivé, il y a deux fonctions que nous allons jamais quitter, nous, en tant que parents, et deux fonctions qui sont différentes, que nous distinguons volontairement. C'est monsieur Jacques Salomé qui faisait cette distinction. Il y a d'un côté, en tant que femme, moi, je suis à la fois maman et mère, et mon mari est à la fois papa et père. Alors, je vais vous expliquer la différence entre les deux. Maman, papa, ce sont les fonctions maternage, paternage. Ce sont les câlins, les soins, les rigolades, les balades en forêt, les moments de cuisine, les petits dessins animés où on fait un câlin, etc., etc. Vous comprendrez que dans le côté papa-maman, il y a le côté soins, relations, etc. Dans le côté père-mère, là par contre, vous retrouvez le côté éducatif, vous retrouvez le côté pédagogique. Évidemment, en tant que père et mère, nous devons élever des enfants qui vont apprendre à respecter les normes sociales, qui vont apprendre à vivre en société, et donc nous avons un rôle éducatif. Ce que je vous disais en introduction sur le changement de la famille, vous comprenez que pendant très longtemps, on avait des mamans et des pères. Et maintenant, les changements font que nous sommes censés, les uns et les autres, avoir ces deux fonctions. Et ce n'est pas toujours simple. Hein. Parfois, on est un peu plus maman que mère ou un peu plus père que papa. Et bien sûr, ça entraîne des déséquilibres. Donc, ça aussi, réfléchir à nos fonctions parentale, hein, nous dire comment moi je suis papa aujourd'hui ou maman aujourd'hui, comment je suis père et mère, qu'est-ce que ça représente, est-ce que je suis plus l'un que l'autre, etc. Ça aussi, alors parfois on a besoin d'être accompagné hein, pour réfléchir à ça, on ne peut pas être toujours dans un équilibre parfait, mais s'il y a un déséquilibre qui dure depuis un peu trop longtemps, ça peut être un problème, et donc s'interroger dessus assez souvent. Quand on est parent de jeunes enfants, on est beaucoup papa-maman. Hein, c'est normal. D'abord, on n'a pas automatiquement besoin de mettre beaucoup d'autorité quand ils sont tout petits. Et puis, on est beaucoup dans ces fonctions-là. Au plus nos enfants vont grandir, plus, bien sûr, les fonctions père et mère vont avoir de l'importance. Et plus on va être obligé
d'être dans ce côté éducatif. Parfois, quand on est parent d'adolescents, bien malheureusement, on a un peu tendance à être que des pères et mères. On a un peu tendance à être que dans l'éducatif, parfois même que dans un petit peu la contrainte et voilà, on a l'impression d'être obligé d'être toujours en train de recadrer l'ado, d'organiser l'ado, etc. Et ce qui est dommage, c'est qu'à partir de ce moment-là, on se coupe un peu du papa et de la maman, alors qu'un adolescent, ça a encore besoin d'un papa et d'une maman, et qu'il faut bien comprendre que les instants papa-maman, c'est des instants aussi où on se recharge, c'est des instants où on récupère de la ressource. Alors, on n'est pas obligé de continuer à faire des gros câlins comme je l'ai mis à l'écran, quoique, il y a des ados qui continuent à avoir besoin de câlins et dans ces moments-là, on peut peut-être pas les faire exactement comme ça, mais on peut continuer à en faire. Et puis, c'est de comprendre que de temps en temps, par exemple, quand on est parent d'adolescents, on a besoin de moments, on va appeler ça temps mort, de moments où on ne va pas aborder les sujets qui fâchent, vous voyez, parce que sinon, on n'aura plus jamais d'instant vraiment papa-maman. Donc, ça peut, par exemple, être intéressant de garder le fait de regarder un film ensemble ou de garder une activité qu'on aime bien. Je ne sais pas si vous avez la chance d'avoir un ado qui aime cuisiner. Quand il vient cuisiner avec vous, on ne parle pas des sujets qui fâchent. On ne parle pas de la dernière note, on ne parle pas du bac, on ne parle pas de la chambre pas rangée. On apprend dans certains moments à juste se taire. On reprendra notre casquette père-mère après, mais là, on est dans un instant de ressources et dans un moment où on retrouve le plaisir d'être en lien. Donc ça, c'est un élément qui me semble vraiment important. Ça aussi, c'est une des pistes, c'est de réussir à retrouver des moments où on renoue un peu avec le plaisir, avec la satisfaction d'être parent. Et puis, en conclusion de ma présentation et avant de répondre à vos questions, je voudrais partager deux enseignements que j'ai eu la chance de recevoir de la personne que vous voyez à l'écran qui se nommait Francine Lavergne et qui était une très grande amie et une très merveilleuse thérapeute qui est malheureusement, vous l'aurez compris, décédée aujourd'hui. Et quand j'étais maman d'enfants plus jeunes, un jour, Francine m'avait dit, tu sais, Nadège, va falloir choisir tes batailles. Je crois qu'elle m'a sauvée de l'épuisement parental ce jour-là. Je crois qu'elle m'a aidée à comprendre que effectivement, je pouvais m'épuiser à être un parent qui croirait être idéal, ou je pouvais aussi comprendre qu'il y avait l'essentiel et puis des choses qui l'étaient moins. Et donc, elle m'a aidée à faire le tri de ce qui, à la fin de la journée, à la fin de la semaine, à la fin du mois, à la fin de l'année, compter réellement entre moi et mes enfants. Donc ça a été son premier cadeau de me rappeler ça. Et puis le deuxième, un jour où j'étais en conflit avec un de mes enfants, elle m'avait dit, où j'étais très en colère contre lui, et elle m'avait dit, mais qu'est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux avoir raison ou est-ce que tu veux être heureuse? Et elle m'avait dit, là, dans ce conflit avec ton enfant, tu vas avoir raison. Tu vas pouvoir lui prouver qu'il a tort, tu vas pouvoir lui montrer que tu es meilleur que lui, tu vas avoir le dernier mot parce que de toute façon, tu es l'adulte. Mais à quel prix? À quel prix sur votre relation, à quel prix sur ta colère, à quel prix sur le fait que tu vas revenir encore et encore dessus. Et cette phrase, avoir raison ou être heureuse, elle m'a beaucoup aidée parce qu'elle m'a appris à faire la paix. Elle m'a appris à me dire, OK, il y a un incident, il vient de se passer quelque chose qui ne me plaît pas entre moi et mon enfant, on va en parler, on va parler de la difficulté, mais une fois que ce sera fait, ce sera fini, c'est terminé, le sujet est réglé. Donc ces deux phrases, alors j'ai toujours un grand plaisir à parler d'elles de toute façon, et ces deux phrases ont vraiment été deux phrases qui m'ont protégée
Donc, j'avais envie de les partager avec vous ce soir en conclusion, en mini-conclusion de ce webinaire. Voilà, alors il nous reste du temps pour des questions, des remarques. N'hésitez pas à les poser et à les partager avec nous. Alors effectivement, gérer l'autorité en garde alternée, c'est très compliqué, voire, on va le dire, impossible. Donc, vous êtes responsable de votre carré à vous. Vous êtes responsable de ce qui se passe chez vous. Et malheureusement ou heureusement, votre ex-conjoint est responsable de ce qui se passe chez lui. Si vous pouvez rester un couple parental, et c'est l'idéal, mais c'est pas facile, évidemment. Ça peut même être très compliqué de rester un couple parental. Mais si vous avez cette chance, vous pouvez peut-être reprendre le cadre que je vous ai présenté ce soir et vous mettre d'accord quand même sur le fait qu'il y a des choses négociables et libres et chacun fait ce qu'il veut, mais les interdits, vous êtes entièrement d'accord sur les interdits. Ça, c'est l'idéal, parce qu'à partir du moment où on est à peu près d'accord sur les interdits et le non négociable, c'est pas très grave s'il y a des changements après. Évidemment, quand on n'est pas du tout d'accord sur les interdits, ça c'est un problème. Et bon, là en plus, il peut y avoir des questions de sécurité, mais c'est là où la justice intervient aussi si on est sur des vraies questions de sécurité. Après, le risque, vous voyez, je reprends le papa, maman, père, mère, vous comprendrez que le risque, comme par exemple, je prends cet exemple, si votre ex-conjoint, par exemple, est très papa, et donc très cool et donne cette impression qu'on peut un peu tout faire, etc., etc. Le risque, quand vous récupérez les enfants chez vous, c'est peut-être que vous soyez très mère. Parce que vous allez vous dire, moi, il faut que je mette du cadre, moi, il faut que je mette de l'organisation, c'est tellement n'importe quoi là-bas que moi, il faut, voilà. Le risque en faisant ça, c'est bien, il faut que vous soyez mère, évidemment, mais le risque, c'est que vous risquez d'oublier d'être maman aussi. Et le fait d'être maman, c'est un élément important. Et donc, le risque, c'est de s'empêcher, vous voyez, vous, d'être à votre équilibre. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à vous dire, une fois les questions de sécurité réglées, évidemment, dans une garde alternée, le seul cadre que vous allez équilibrer, c'est le vôtre. Et on a déjà beaucoup de travail, honnêtement, à trouver un équilibre relatif, mais à trouver un équilibre entre nos deux fonctions, entre nos fonctions maman, mère, et puis en plus sans oublier qu'on est aussi une femme et puis potentiellement à nouveau une amoureuse. Donc déjà, ça, c'est un boulot énorme. Donc si vous commencez à mettre votre énergie sur le cadre de l'autre, que vous ne contrôlez pas, l'espace de l'autre que vous ne pouvez pas contrôler, vous n'aurez pas assez d'énergie pour le vôtre. Donc voilà, donc c'est de réussir à gérer déjà votre autorité. Si vous pouvez en parler avec votre ex-conjoint, évidemment d'essayer de le faire, mais de mettre l'énergie là où vous avez du contrôle. Et c'est sur vous que vous avez du contrôle et pas sur votre ex-conjoint. Donc voilà, ne pas se tromper de cible et déjà travailler toutes ces fonctions. Merci pour votre tour. Est-ce qu'il y a éventuellement une autre question ou remarque? Donc, nous vous enverrons le lien du replay et puis des ressources. Vous aurez des liens et l'appli, etc. Mais n'hésitez pas, bien sûr, poser vos questions si vous le souhaitez.
Alors là, ce n'est pas moi qui vais pouvoir répondre. Peut-être que Amandine ou Aurélie peuvent répondre. On demande si d'autres webinaires concernant la parentalité sont prévus. Alors oui, effectivement, on organise à peu près 3 conférences à l'année. Du coup, alors pas forcément en visio, mais ça peut être aussi en présentiel. Donc, suivez les actualités sur le site de la Ligue de l'enseignement ou sur la page Facebook aussi du service Petite Enfance. Je vais vous mettre les liens en commentaire. Merci Aurélie, merci beaucoup. J'ai une question, peut-on être considéré en épuisement parental tout en prenant du plaisir avec ses enfants? A priori, non. A priori, vous êtes en épuisement. Je suis désolée de le dire comme ça. Si vous continuez à avoir du plaisir avec vos enfants et que vous continuez à avoir du plaisir à fonctionner, à vous sentir parent, vous êtes sans doute peut-être en grande fatigue, en épuisement, mais ça ne doit pas être parental. C'est peut-être juste physiquement. Alors bien sûr, ça peut être dû au manque de sommeil, ça peut être dû au fait peut-être à un rythme de vie, ça peut être dû à ce genre de choses. Mais a priori, si le plaisir est toujours présent, vraiment dans l'épuisement parental, vous vous souvenez, dans la définition, on a cette dissociation, cette perte d'efficacité. Il y a quand même une satisfaction que l'on n'a plus à être parent. Donc voilà. Alors après, attention, vous n'êtes peut-être pas en épuisement parental, mais peut-être que vous flirtez. Peut-être que de temps en temps, il y a trop d'investissement et pas assez de retour sur investissement. Donc peut-être qu'il faut un petit peu lever le pied par rapport à ça et peut-être un petit peu de désengagement. Mais moi, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, vous n'y êtes pas. Mais par contre, il faut faire attention à vous. Oui, ça, c'est très clair, c'est le message. Le message, c'est la fatigue. Et peut-être qu'il faut un petit peu de temps en temps, si vous avez la possibilité, prendre un peu d'espace pour pouvoir après revenir avec plaisir. Alors, merci pour votre question, j'aime beaucoup. Comment gérer la culpabilité de vouloir passer du temps pour soi quand vos enfants vous font culpabiliser de les laisser à la cantine et à la garderie? Eh bien, ils sont dans leur rôle d'enfant. Ils sont dans leur rôle d'enfant. Leur rôle d'enfant, c'est, en tout cas pour l'instant, hein, maintenant que je suis dans l'adolescence, je vais pouvoir vous en parler. Mais un enfant, et c'est normal, au début, il a jamais assez de son parent. Il aimerait toujours plus, surtout si son parent est un parent qui donne beaucoup. Ben, évidemment qu'il a plutôt envie d'être avec son parent et donc il va être plutôt en mode, «J'en ai pas assez, j'en voudrais plus» et cetera. Après, c'est bien de comprendre quand même que, quand va arriver l'adolescence, là par contre, vous allez voir, il va en vouloir moins, hein, et beaucoup moins et il va trouver qu'être avec ses copains, c'est beaucoup mieux qu'être avec vous. Donc déjà, c'est le premier élément, on a besoin de commencer à s'occuper de soi assez tôt parce que sinon, au moment de l'adolescence, on se prend un petit peu le syndrome du nid vide. C'est quelque chose de réel hein, et c'est quelque chose qui peut être un peu dur à vivre. Donc ça, c'est déjà le premier élément de leur faire entendre que bah oui, ok, aujourd'hui, ils ont très envie d'être avec vous et que vous aimeriez aussi, mais que chacun est occupé à ses fonctions. Et puis l'autre élément quand même qui est important de leur expliquer, c'est de leur dire oui, vous aimeriez plus de temps avec moi, mais il faut que vous compreniez que le temps que maman prend pour elle, c'est un temps pour que tout le monde aille bien. Ou papa, hein, je ne sais pas, mais c'est un temps pour que tout le monde aille bien parce que quand on se retrouve, eh bien, moi, je suis mieux, je suis plus disponible, etc., etc. Donc, juste leur dire comme ça et pas faire un long discours, hein, pas besoin de plus, mais aussi peut-être vous de vous le dire, de vous dire que quand vous prenez du temps pour vous, vous prenez du temps pour tout le monde en réalité. Parce que prendre soin de vous, c'est prendre aussi soin de vos enfants. Alors peut-être que c'est un temps dont vous bénéficiez vous, mais c'est pas un temps égoïste parce que c'est un temps où vous protégez
l'équilibre de tout le monde. Donc voilà, c'est un temps dont vous avez besoin. Eux, ils sont dans leur job d'enfant, de vous culpabiliser un petit peu, c'est pas conscient, hein, c'est involontaire. Et puis, voilà, rappelez-vous qu'à un moment, ils auront plutôt tendance à vous dire, «Vous sortez ce soir? On peut avoir la maison que pour nous?» Donc voilà. Quand les parents sont en désaccord sur le cadre, est-ce que ça peut être un facteur de risque? Est-ce que ça peut influencer l'épuisement parental? Oui, c'est un des facteurs de risque parmi beaucoup d'autres. Et c'est pas un facteur de cause à effet, hein. On peut être en désaccord sur le cadre et ne pas tomber en épuisement parental, mais bien sûr, ce qu'on appelle les difficultés dans la coparentalité, avoir du mal à créer cette coparentalité, là, c'est bien sûr une difficulté. Alors, comment on peut y remédier? Déjà, si c'est possible, s'il y a de la discussion hein, qui est possible, c'est d'essayer avec son conjoint hors de la présence des enfants, dans un moment calme, quitte à dire, voilà, on va aller marcher tous les 2 ou on va peut-être même aller au restaurant tous les 2. Mais je te le dis, c'est pas une sortie en amoureux, c'est une sortie parents, hein, c'est une sortie fonction parentale pour essayer de se parler et essayer de mettre un cadre un peu commun. Si c'est pas possible de se parler seul, bah, c'est peut-être là où il faut avoir, de l'aide. Alors ça peut être parfois de l'aide, on pense tout de suite aide de professionnels. C'est bien, bien sûr, et ils sont formés, donc voilà, mais parfois, on peut avoir de l'aide de son entourage, hein. On peut peut-être avoir un autre couple d'amis, on peut peut-être avoir, des gens autour de nous avec qui c'est possible d'aborder le sujet et qui vont être un petit peu en médiation. Et puis sinon, ben oui, ça peut être intéressant d'aller voir un professionnel, pas pour une thérapie de couple réellement, mais pour pouvoir, poser le sujet, avoir quelqu'un qui vient reformuler les choses et qui vient, un petit peu aider. Et puis, moi, j'ai tendance à dire aux couples que je rencontre, pour ce genre de problème, c'est de commencer à se mettre d'accord sur des choses simples. C'est-à-dire que quand on est en désaccord, dans le couple parental, on a tendance, et c'est normal, c'est humain, à vouloir régler les gros problèmes, les choses qui viennent nous heurter beaucoup, qui nous gênent beaucoup. Mais le problème, c'est que généralement, on s'attache à des choses, à des problèmes très importants, vous voyez, à souvent en plus des conflits de valeurs. Et évidemment, là, on touche quelque chose qui peut être très, très profond, très tendu, et c'est compliqué de se mettre d'accord dessus. Donc, moi, j'ai plutôt tendance à dire quel pourrait être le désaccord le plus simple que vous pourriez régler, sur quel problème vous pouvez trouver un consensus et de travailler comme ça de petits pas en petits pas. Vous voyez, de petits consensus en petits consensus en commençant par des choses assez simples parce que c'est comme ça qu'on prend l'habitude de collaborer ensemble, c'est comme ça qu'on redevient des partenaires et qu'on arrive parfois à recréer un petit peu de complicité aussi sur le sujet. Donc voilà, donc y aller petit pas par petit pas, ne pas hésiter à demander de l'aide et parler quoi, parler, mais pas parler en mode accusatif, parler en mode toi, tu as géré comme ça, je voudrais comprendre pourquoi tu as géré comme ça et qu'est-ce que tu attendais derrière. Et voilà, et moi, je l'aurais plutôt géré autrement. Par contre, il y a quelque chose qui est sûr, ça ne se fait pas devant les enfants. Voilà, si on doit dire à son conjoint qu'on n'est pas d'accord, on le dit en dehors de la présence des enfants. On attend, éventuellement, je dis, on sort de la maison, on se voit dans la journée, etc. Mais il n'y a rien de pire que de lier les enfants à ce conflit-là. Merci. Eh bien, écoutez, c'était peut-être la dernière question. Est-ce qu'il y a un regret?
Écoutez, visiblement, il n'y a pas de regret. Est-ce que mesdames, Amandine, Aurélie, est-ce que l'on peut vous revoir et peut-être entendre vos conclusions pour cette soirée? Ben écoutez, merci Nadège. Je pense que voilà, on a tout ce plaisir à vous écouter à chaque fois qu'on vous accueille, que ce soit en présentiel ou en visio. Voilà, encore une fois, n'hésitez pas à nous solliciter si vous voulez pour les personnes qui le souhaitent suivre les actualités, qu'on vous intègre dans nos listings. Et puis, je le redis, mais je l'avais déjà évoqué sur la conférence de septembre, je pense que nous allons la prochaine faire vraiment autour de l'adolescence et de la gestion des, des ados et de la prise en charge. Voilà, donc très certainement cette fois-ci en présentiel et on vous communiquera le lieu. En tout cas, merci beaucoup à tous de vous être connectés ce soir. Euh, N'hésitez pas, voilà, si vous avez encore besoin d'échanger. Et puis, bah, bonne soirée à tout le monde. Merci Nadège. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, une très bonne soirée à vous tous. Merci pour votre présence, merci pour votre retour. Voilà, je transférerai dès que possible le lien si vous voulez partager ce webinaire, peut-être avec un conjoint absent ou avec quelqu'un d'autre, voilà, et avec en plus des ressources. Donc, merci beaucoup pour votre présence et puis merci de votre confiance. Merci à la ligne de l'enseignement et très bonne nuit. Prenez soin de vous. Bonsoir.